Eh bien, bonjour à tous. Merci à vous de vous être inscrits en sociologie à l'Université de Rennes 2. On se retrouve pour une série de 6 séances d'un cours dont l'intitulé est, comme vous le voyez sur l'écran, sur les diapositives, Socialisation, normes et déviances, qui est donc un des cours fondamentaux de cette première année de licence de sociologie, parce que, comme vous allez voir, on va y développer des aspects fondamentaux de ce qu'est la sociologie comme mode de compréhension de la société, comme théorie, si on veut, comme approche scientifique de la société, de ses fonctionnements, du système social. Donc vous avez un autre cours d'introduction à la sociologie où on vous donne davantage de détails sur ce qu'est la sociologie, donc je n'insiste pas là-dessus. Mais ce que je voulais juste dire en préalable donc, à ce cours, à mon exposé, c'est que donc, ce qui va être dit ici ne vise pas tant à décrire des phénomènes sociaux qu'à donner un certain nombre de considérations générales sur comment la sociologie aborde les problèmes sociaux, comment elle traite la société, les rapports sociaux, et y compris et surtout dans ces dimensions les plus fondamentales, les plus élémentaires, et les plus basiques, et vous allez voir que le postulat un peu de la sociologie, c'est que tout est social, tout est sociologiquement interprétable, et que la sociologie peut se préoccuper de toutes sortes de phénomènes sociaux, y compris ceux qui ont un caractère un peu psychologique, un peu économique, et sûrement politique, et sans pour autant faire la psychologie ou de la science politique, ou de l'économie, mais en restant avec des concepts sociologiques, des approches sociologiques, des méthodes sociologiques. C'est donc tout ça qu'on va essayer de voir en parlant donc de socialisation, qui est un concept majeur pour comprendre le fonctionnement des sociétés et de l'appartenance à des sociétés, au concept de normes et au concept de déviance, et donc qui seront les trois concepts que je vais développer, expliciter dans les 6 séances que comporte ce cours. Alors, pour compléter mon enseignement, l'enseignement oral là, auquel vous assistez, ça donne un cadre général, ça donne des grandes idées, ça vous permet de comprendre et de saisir les idées majeures. Maintenant, évidemment, il faut le compléter par des lectures, ce d'autant que ce cours ne comporte pas de travaux dirigés qui l'accompagnent, en principe, moyennant quoi on dit d'exercices spécifiques sur des textes ou d'autres supports, moyennant quoi je vous recommande vivement de compléter mon propos pour mieux le comprendre, mieux le saisir et pour que ça fasse écho, parce que cet écho est ce qu'il y a de plus pédagogique, avec des lectures. Donc, je vous donne 2 ouvrages ici qui me semblent être des ouvrages assez indispensables, pas nécessairement qu'il faille tout lire, mais dans chacun de ces ouvrages, mais une bonne partie, de ce qui peut, en tout cas de ce qui fait écho avec le cours au fur et à mesure. Le premier ouvrage, celui de Claude Dubar, qui est un grand sociologue français, et qui présente le concept de socialisation de façon générale et très large, et très sociologique, eh bien, concerne la première partie du cours, notamment les 3 premières séances, et le deuxième ouvrage, celui de Jacques Faget, qui est également un sociologue, sociologue du droit et de la justice, etc., eh bien, qu'on renvoie à la deuxième partie du cours, nous parlerons davantage de déviance, donc constitue un complément indispensable. Alors par ailleurs, je vais mettre sur Internet toute une série de références bibliographiques qui n'est pas obligatoire de tous lire, mais c'est pour que vous puissiez faire votre choix, aller voir, compléter autant que de besoin, donc ce sont des références complémentaires, faute de travaux dirigés, mais sachez que les étudiants qui viennent à l'université, eux non plus, n'ont pas de travaux dirigés. Vous êtes parfaitement à égalité de ce point de vue-là. Voilà, donc les préalables que je voulais poser pour que vous soyez
prêt à commencer ce cours. Et donc, à titre d'introduction, je vais vous présenter succinctement ces trois concepts. Et ensuite, on va les développer les uns après les autres. C'est-à-dire que finalement, les concepts ils vont servir de base à mon exposé, à mon cours. On va parler d'abord de socialisation, ensuite de normes, ensuite j'aurai un cours qui met en scène, si vous voulez, la question notamment des normes au niveau national, au niveau d'une société tout entière, et comprendre comment, du point de vue historique, les normes évoluent. Et ensuite de cela, nous parlerons de déviance et des réponses institutionnelles à la déviance. Voilà, je ne donne pas de plan détaillé sur les 6 cours, mais vous verrez au fur et à mesure. Alors, donc, voici 3 concepts qu'il va falloir que vous compreniez, donc il va falloir que vous empariez de leur sens et de leur portée en sociologie, parce que ce sont des concepts tout à fait essentiels. Hein, ce n'est pas des notions qu'on a prises au hasard, qu'on vous présenter en première année, c'est parce que ce sont les fondements du fonctionnement d'une société qui répondent aux éléments que présentent ces 3 concepts, socialisation, normes et déviance. C'est toute la société, toute la vie sociale peut être lue à travers ces 3 concepts qui permettent de présenter les fondements de la société. Alors, avant de vous présenter ces concepts, il faut rappeler ce que c'est qu'un concept. Hein. Et donc, c'est un concept a un sens particulier. C'est donc, comme vous le disiez, un terme qui renvoie à une définition scientifique précise et qu'on ne peut pas utiliser autrement. Autrement dit, il y a un sens particulier à chaque concept et ce sens renvoie à un certain nombre d'éléments scientifiques, généralement un schéma théorique général, qui fait que à chaque fois qu'on utilise ce concept, on est à peu près au clair, enfin plus qu'à peu près, sur ce à quoi on renvoie concrètement. C'est-à-dire que si je parle de socialisation à mes collègues sociologues, eh bien ils savent de quoi je parle, et je n'ai pas besoin de leur exposer pendant, même pas pendant 3 minutes, encore moins pendant une demi-heure. Ils savent exactement quel est le processus qu'il y a derrière. Et donc, c'est un concept sur lequel tout le monde s'entend. Et alors, pour le concept de socialisation, ça peut aller de soi. C'est moins évident pour un concept comme celui de norme, par exemple, ou même de déviance, dans la mesure où ce sont des notions qui sont présentes dans le discours ordinaire de tous les jours, enfin de tous les jours peut-être pas, mais dans le discours qu'on peut avoir en dehors, en tout cas, de scientifiques, en tout cas. Et donc, le sens que recouvre le concept de norme, le concept de déviance, sont des significations qui sont très précises, et là aussi, et qui ne sont pas celles que l'on peut retrouver dans les conversations ordinaires. Et donc, il faut toujours se souvenir que ces concepts ont cette signification-là dans le cadre d'une approche sociologique. À partir du moment où on fait de la sociologie, on doit utiliser ces termes-là dans leur signification conceptuelle, c'est-à-dire en tant que notions qui ont une signification précise, signification que l'on va explorer et même plus au fur et à mesure de cet enseignement. Alors, comme je le disais, donc, ces concepts renvoient à des réalités, à des aspects majeurs du social, de la vie en société, et par conséquent, donc, sont des éléments, des concepts majeurs de la sociologie. Les normes, pour ce qui les concerne, hein, qui sont le cœur du dispositif dont on parle ici, contribuent à maintenir l'homogénéité de la société. Ce sont tout ce que l'on fait au quotidien, et même quand on ne s'en rend pas compte, même quand on n'en a pas conscience, générés ou encadrés par des normes. Et ces normes, souvent, on ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas comme telles, et pourtant, ce sont des normes et qui sont au cœur de notre
activité sociale au quotidien. Et donc, ces normes ont une fonction, on le verra, c'est cette fonction principale, c'est de maintenir un certain ordre social et qui permet que les rapports sociaux s'exercent de façon fluide. Alors, ce que j'appelle rapports sociaux, c'est un autre concept de la sociologie. Les rapports sociaux, ce sont pratiquement l'objet principal de la sociologie. Ce ne sont pas simplement les relations sociales, le fait d'échanger avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes, c'est le fait de se positionner par rapport à d'autres acteurs sociaux, comme on les appelle en sociologie, c'est sans avoir besoin d'ailleurs de forcément échanger avec eux. Si on a affaire à des passants dans la rue, eh bien on sait comment se comporter à des passants, même si on ne les connaît pas, même si on n'échange pas. Si on prend le train et on côtoie des gens dans le train, on sait qu'on va se comporter d'une certaine manière avec ses voisins de voyage, sans échanger forcément quoi que ce soit avec eux, sinon de la proximité. Ce sont des rapports sociaux. Et si on est malade dans une autre ville que sa ville de résidence, eh bien, on sait qu'on peut aller voir un médecin et que le médecin, il est affiché comme médecin et que l'on va lui faire confiance parce qu'il est médecin et parce qu'il est reconnu comme tel par un diplôme, etc. Et que donc on va lui faire confiance, accepter son diagnostic, accepter de se faire ausculter, etc. Donc ça, c'est un rapport social parce qu'on se positionne en tant que patient et lui se positionne en tant que médecin, même si on ne se connaît pas à l'avance. Voilà ce que sont les rapports sociaux. Et donc, le fait qu'un médecin soit reconnu comme médecin, c'est une norme. Et le fait qu'en tant que patient, je le reconnaisse comme médecin et je me comporte en patient, eh bien, ça répond à des normes que j'ai admises et que je mets en œuvre, en quelque sorte, quand je me rends chez mon médecin. Je prends cet exemple, vous pouvez en prendre 1000 autres. Ce sera toutes les situations équivalentes, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans la vie familiale, qu'elles soient dans la vie publique, dans l'espace public. Tout ça est parfaitement conforme à un système normatif de normes, donc qui permet de faire en sorte que l'action sociale ait lieu, que les rapports sociaux se déroulent, parce que sans normes, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce que l'on fait, on ne connaît pas la valeur. Les normes fixent la valeur de l'action sociale pour se résumer. La déviance, donc, c'est le fait de ne pas respecter certaines normes, et surtout de façon régulière. Alors, ça n'est pas forcément la délinquance, on verra ça. C'est tout simplement des gens qui ont des comportements très bizarres, qui ne sont pas en conformité avec les attentes que l'on peut avoir dans le courant de la vie sociale. Et donc, si cette attitude est régulière, on va considérer qu'ils font preuve de déviance. Et donc, on va avoir, alors pas forcément quelque chose qui est une sanction, mais une réaction spécifique par rapport à leur comportement, et qui peut être par exemple, si ce sont des malades mentaux, le fait de faire en sorte qu'ils puissent se soigner, ou en tout cas qu'ils puissent être pris en charge par rapport à ce qui est leur comportement déviant. Alors, le concept de socialisation, lui, est un concept en amont de tout ça, d'une certaine manière, dans la mesure où c'est lui qui désigne le processus d'acquisition individuelle de ce que j'appelle les schémas normatifs, c'est-à-dire l'ensemble des normes qui sont liées les unes aux autres, qui nous permettent d'agir au quotidien. Et c'est ce concept que l'on va approfondir pendant cette première séance, puisque comme je vous l'ai dit, on va dérouler en fonction de ces trois concepts. Donc, nous voici confrontés à ce concept de socialisation qui renvoie à, on va le voir, des considérations très individuelles. C'est-à-dire que chaque individu est socialisé. Je vais rentrer dans le détail. Mais je voulais m'attarder en préalable sur l'idée d'individu. C'est-à-dire que la sociologie, et ça, c'est l'aspect absolument fondamental qu'il faut avoir en tête, quel que soit l'enseignement, enfin, quel que soit le cours que vous allez avoir
en sociologie, et quel que soit ce que vous ferez par la suite en sociologie, la sociologie renvoie toujours à du collectif. C'est-à-dire que ce qu'étudie la sociologie, ce n'est jamais des individus en tant qu'individus. Ça, c'est la psychologie davantage qui s'y attelle. La sociologie s'intéresse aux phénomènes collectifs, à de l'action collective, à des processus collectifs. Et évidemment, ces processus collectifs passent à un moment donné par des individus. Et justement, la socialisation, les normes font que les actions individuelles sont déterminées à l'avance, en quelque sorte, par quelque chose qui est de l'ordre du collectif. C'est la grande découverte que fait le fondateur de la sociologie en France, en tout cas, qui s'appelle Émile Durkheim, dont je vous donnerai des références sur le site internet, vous allez voir, des principaux ouvrages de Durkheim. Il pose comme prédicat, comme idée fondatrice de la sociologie, que les individus se comportent en attente avec un certain nombre d'éléments collectifs, et que l'action collective ne dépend pas des choix individuels, mais répond à des processus collectifs. Et l'un de ces processus collectifs essentiels, ce sont les normes. Mais la question, c'est comment se fait-il que les individus se comportent en conformité avec les attentes collectives? Eh bien, la réponse essentielle, c'est par la voie de la socialisation. Alors, on peut donner une définition tout à fait élémentaire, basique du concept de socialisation, comme vous le voyez à l'écran, donc c'est comme processus d'apprentissage de la vie en société. Alors, comme je le disais, pour vivre en société, c'est au quotidien, tout est normé, et donc si on veut vivre, qui qu'on soit, enfant, adulte, homme, femme, jeune, vieux, etc., il faut connaître les codes de cette société, il faut être capable de comprendre ce que les autres font, ce que les institutions sont, et de se comporter en conformité avec ce qui est attendu par les autres. Et ça ne s'invente pas. Et notamment si on est déporté dans une autre société très éloignée, en Chine ou en Afrique, eh bien, on aura beaucoup de mal parce que les normes, le fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes. Et on va, comme on est quand même socialisé, on va pouvoir interagir avec les autres, mais ils risquent de ne pas nous comprendre, de ne pas comprendre notre attitude. Et inversement, je ne comprendrai pas quelle est la leur, et on aura beaucoup de mal à se caler dans l'action sociale, parce que, non pas à cause de la langue, hein, parce que ça peut être, on peut partager la même langue, comme c'est le cas dans pas mal de pays d'Afrique, mais ne pas comprendre les codes sociaux. Et donc, pour vivre en société, comme tout est code social, eh bien, il faut apprendre ces codes sociaux, et c'est ce à quoi renvoie l'idée de socialisation, c'est-à-dire l'apprentissage de tous ces codes sociaux qui font que même les choses les plus élémentaires dans la vie sont codées, et donc il faut apprendre ces codes. Donc, vous le voyez, la socialisation apparaît comme un processus absolument fondamental dans la mesure où s'il n'y a pas de socialisation, il n'y a pas de possibilité de vivre en société, donc il n'y a pas de possibilité de société. C'est ce qui fait fonctionner la société, c'est que la société inclut progressivement les acteurs dans le fonctionnement au quotidien d'une société. Alors la sociologie va encore plus loin, puisqu'elle considère, elle postule que, disons, à la naissance d'une personne, donc d'un bébé, il n'y a absolument aucun préalable qui permet de vivre en société, sinon cette capacité à la socialisation. Et donc tout est acquis, rien n'est inné d'une certaine manière, et le comportement, la façon de fonctionner dans une société de tout un chacun, de tout acteur social, de toute personne, n'est pas lié à des éléments biologiques qui préexisteraient
à cette immersion dans la société, mais c'est acquis. C'est acquis au fur et à mesure, et dès le plus jeune âge, dès la naissance, on peut dire. Alors après, on peut discuter si c'est un peu avant ou un peu après la naissance. Et ce n'est pas tellement le problème du sociologue qui ne se préoccupe pas des tout premiers contacts sociaux, mais typiquement, par exemple, quand le bébé, qui a déjà quelques mois, euh, ébauche la parole de maman, eh bien, d'une certaine manière, il reconnaît pas forcément sa mère, mais en tout cas une personne comme étant une autre, qui lui est proche, et il la désigne comme étant tu es une personne qui m'aime et avec qui je suis en contact et qui est différente de moi. C'est d'une certaine manière le premier acte lisible, visible pour la sociologue, en tout cas, de socialisation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'enfant est plongé dans un univers social où il va apprendre à vivre en société, à parler, bien sûr, à agir, à se comporter convenablement, à interagir avec d'autres personnes, et tout ça d'une façon qui soit conforme aux attentes de ces adultes, notamment, qui contribuent à l'élever, à l'éduquer. Mais ce qu'on va voir, c'est que la socialisation, c'est pas seulement lié à l'éducation, c'est-à-dire des parents qui disent à l'enfant comment il doit se comporter, mais que tout acte de vie en société comporte une dimension de socialisation, même si ça n'est pas fait pour cela. En tout cas, retenez à ce stade que donc la sociologie postule que tout ce qu'elle va examiner, tout ce qui est relève de la sociologie, tout ce qui est le lien social, le comportement en société, les rapports sociaux, eh bien tout cela n'est pas le produit de la biologie, n'est pas le produit de quelque chose qui serait de l'ordre du génétique ou de ce qu'on voudra, et c'est simplement le produit de la reproduction des normes sociales, des principes de vie en société, de vie collective, qui sont transmis de génération en génération sur un support qui est un support vierge, donc celui, disons, du cerveau, mais aussi du corps, parce qu'on va voir que le corps et le cerveau sont inséparables, et bien, de l'enfant, et qui va lui transmettre tout cela pour qu'il puisse à son tour vivre en société. Autrement dit, ce processus d'acquisition des savoirs pour vivre en société est absolument énorme. C'est-à-dire que ça concerne tous les aspects de la vie en société, et que, j'y reviendrai, la socialisation se fait pendant toute la vie. Il n'y a pas une période, c'est pour ça que c'est différent d'éducation, par exemple, parce qu'on peut dire qu'on éduque un enfant, que cette éducation se fait pendant un certain nombre d'années, et qu'après, une fois que l'enfant est éduqué, eh bien, il peut être autonome et vivre en adulte, et on n'a pas besoin forcément d'éduquer des adultes, on peut les former, mais pas les éduquer. Et, eh bien, la socialisation, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'on va le voir, c'est pas seulement l'éducation, je l'ai déjà dit, mais ça ne s'arrête pas à un moment donné, c'est toute la vie, puisque c'est aussi bien l'acquisition de savoirs de base comme le langage de base, comme le fait de reconnaître son père, sa mère, et puis après les différents adultes ou différentes personnes, son frère et sa sœur aussi, les différentes personnes que l'on côtoie, et puis par la suite, tous les comportements sociaux sont concernés, y compris d'ailleurs, hein, et ça Durkheim l'avait bien montré en parlant du suicide, y compris les comportements que l'on a quand on est tout seul, et qui ne sont pas inscrits dans la relation sociale. Quand on est seul et qu'on décide de faire ou de ne pas faire quelque chose, comme se suicider, qui est décision suprême, mais comme de faire la cuisine, ou de se nourrir ou de ne pas se nourrir, ou comme d'aller à la pêche ou de ne pas aller à la pêche tout seul, eh bien, même ces décisions très solitaires sont surdéterminées par un phénomène collectif, en tout cas par une dimension collective, qui est celle qui est imprégnée en nous, qui fait que nos choix d'action
y compris les choix d'action les plus solitaires, sont déterminés par des normes collectives que l'on a acquis au fil de sa vie. Donc, la socialisation concerne tous ces éléments de base, mais elle concerne aussi des éléments plus pointus, comme évidemment le savoir professionnel, qui est, j'y reviendrai, acquis dans le cadre de la socialisation. Et puis, bien sûr, et on y insistera aussi, toutes les règles de politesse que l'on a vis-à-vis des autres qui font que, bien, on les respecte, on leur dit bonjour et on leur on leur parle de façon sympathique ou en tout cas pas trop insultante si on n'est pas d'accord avec eux, ou même simplement le fait bien, de se laver le matin et d'être à peu près propre, de ne pas sentir mauvais, c'est une certaine règle de politesse. Politesse voulant dire vie en société, la police, c'est la ville en grec, la cité. Et bien, ces règles de politesse, ça commence par là, être propre, ne pas sentir mauvais, ne pas dégager des odeurs, ne pas... et on verra, ne pas cracher, ne pas se moucher devant quelqu'un, et on verra que ça nous paraît peut-être très évident, mais en vérité, ce sont des choses qui n'ont pas existé en tout temps et que ça a été acquis par l'histoire pour en faire des règles de politesse d'une certaine civilisation à une certaine époque. Voilà, mais tous ces éléments, nous allons les développer plus tard. Ce sur quoi je veux insister dans un premier temps, c'est le fait que la socialisation comporte dans le cursus de la vie, dans le cours de la vie, deux étapes. Hein. En tout cas, la sociologie classique reconnaît ces deux étapes qui permettent de différencier les processus de socialisation parce qu'ils sont assez significativement différents dans les deux cas. Alors donc la socialisation primaire et la socialisation secondaire, qui, comme leur nom l'indique, correspondent à deux étapes de la vie. Et la socialisation primaire étant une socialisation qui se fait sur un support vierge, ce dont je viens de parler, hein, notamment pendant la période de l'enfance, bien évidemment, et même, enfin, une enfance qui va jusqu'à, enfin, on ne peut pas donner un âge précis, mais qui va jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans, et puis une socialisation secondaire qui commence à partir de cet âge-là, et qui perdure, on va le voir, jusqu'à la fin de la vie. On se socialise à tout âge, mais cette socialisation n'est pas totalement du même genre que celle de la socialisation primaire, et qui concerne donc les acquis initiaux qui s'impriment très fortement dans le corps et dans l'esprit des enfants, donc, et dès lors qu'ils se trouvent en situation de rapport social et dont ils constituent la base. Autrement dit, ce qui est élémentaire dans la façon d'être au quotidien avec les autres, mais même y compris, comme je l'ai dit, de façon solitaire, eh bien, s'acquiert pendant les premières années de la vie. La façon d'être, de parler, par exemple, la façon d'être dans son corps, la façon de reconnaître les autres, la façon d'avoir des goûts. Tous ces éléments-là sont acquis dès les premières années. Ils peuvent être modifiés par la suite, mais cette modification relèvera sûrement de la socialisation secondaire. Et très typiquement, pour utiliser une comparaison qui n'est pas qu'une comparaison d'ailleurs, puisque la langue est un élément de socialisation, eh bien, quand on parle de langue maternelle, on parle de cette langue qu'on apprend dès le plus jeune âge, dès qu'on apprend à parler, et cette langue-là restera fortement imprimée chez soi, aussi bien dans son cerveau, c'est-à-dire dans le raisonnement linguistique qu'on a, la façon de formuler les idées et les phrases, mais aussi parfois même dans le corps, c'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles les gens, quand ils émigrent et qu'ils apprennent une langue
secondaire, une langue par la suite, souvent gardent un accent. Pourquoi ils gardent cet accent? Eh bien parce que leur pharynx ou leur larynx et leurs cordes vocales sont faites lors de la socialisation primaire pour leur langue maternelle. Et ça les contraint donc à parler avec cette tonalité-là, hein, ce son-là, qui fait que lorsqu'ils apprennent une seconde langue, eh bien, ils gardent cet accent, et plus les tonalités sont éloignées, plus l'accent est marqué. Et donc, on voit là, si je prends cet exemple-là, c'est parce qu'on voit comment ce qui est appris depuis le plus jeune âge est très puissamment imprégné dans l'esprit, mais aussi dans le corps, hein, et qui fait que après, on peut apprendre une autre langue, mais d'une certaine manière, on n'oubliera jamais sa langue maternelle, même si on ne la parle pas pendant 10, 20, 30 ans, on va la parler peut-être bizarrement si on retourne dans son pays d'enfance, mais on la parlera quand même, sans trop avoir de problème. Parce qu'elle est imprégnée, et de même, comme je le disais, du point de vue corporel, avec la voix, avec les intonations, le larynx est surdéterminé par ce qu'on a acquis pendant la plus jeune enfance, et que, eh bien, on ne le perd jamais vraiment. C'est-à-dire que si on retourne dans son pays, si on est un Français, qu'on est parti pendant 20 ans, 30 ans en Chine, on revient en France, eh bien on parlera français pratiquement sans accent, surtout au bout de 2-3 jours, parce que eh bien, notre pharynx a été constitué pendant la tendre enfance. Eh bien, imaginez que ce processus-là, qui est valable pour la langue, qui est un élément de la socialisation, hein, eh bien que ce processus-là est valable pour tous les éléments d'apprentissage de la vie en société, la façon de se comporter avec les autres, la façon de penser le collectif, la façon de se repérer dans la société, et bien sûr les normes que l'on a acquises. On a acquis une série de normes élémentaires de fonctionnement en société, et que ces normes, eh bien, on les a imprégnées dans son esprit, dans son corps de façon assez définitive, et que on peut y renoncer, on peut en changer, mais que ça va mettre un certain temps, et que si on revient à la norme initiale, eh bien, on n'aura pas de mal à s'y acclimater et à la reprendre quand l'occasion se présente. Alors, point que vous avez un peu compris, je pense, mais je tenais à y insister et à l'expliciter davantage, c'est que la socialisation, donc c'est un processus extrêmement puissant d'imprégnation de l'environnement dans justement dans le corps et dans l'esprit des individus. Et ce qui est très important de souligner ici, c'est justement que ce n'est pas seulement dans la tête que cela se passe, pas dans l'esprit, pas seulement dans le cerveau, mais de manière inséparable dans le corps et dans le cerveau et dans l'esprit. C'est-à-dire que la séparation corps-esprit que va retenir par exemple un peu la psychologie, typiquement, ou la médecine, hein, la biologie corporelle de la médecine, eh bien, en sociologie, elle est très peu utilisée. Elle n'est utilisée que parce que quand les acteurs sociaux font la différence. Mais dans le processus d'acquisition de la vie en société, de la norme et donc dans la socialisation, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on s'imprègne, et quand on s'imprègne, c'est ce que je vous disais, dans la langue, il y a à la fois le raisonnement et puis il y a à la fois la prononciation, mais aussi l'écriture, la manière d'écrire. Et la langue, eh bien, c'est très corporel. La langue est très corporelle. Et bien de la même manière, la façon, le langage de l'expression avec autrui est très corporel. Le fait de s'exprimer, on voit comment là je suis en train de vous parler avec mes mains par exemple, ou comment dans toute situation où on interagit avec quelqu'un d'autre, la tête que l'on fait, le fait de sourire ou d'avoir l'air pas content, le regard que l'on lance, tout ça a du sens et c'est un
un ordre de signification, ce sont des normes donc, qui sont très profondément inscrites dans le corps. On sait que, par exemple, dans certaines civilisations, l'immobilité du visage est apprise par la socialisation dès le plus jeune âge, et il est très difficile d'être expressif. Je pense aux civilisations asiatiques d'Extrême-Orient, Chine, Japon, Corée, etc. Alors que dans d'autres civilisations, au contraire, on est très expressif par le corps et le visage, et ce qui est le cas notamment en Occident, et encore plus peut-être aux USA, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, où il y a une très forte expression par le visage. Et d'ailleurs, il y a même des séries télévisées qui sont consacrées à ça et à montrer comment, en décryptant l'expression sur le visage, eh bien, les émotions sur le visage, on peut interpréter ce que pensent les gens. Donc voilà, l'inséparabilité du corps et de l'esprit, si on veut, c'est une chose très importante à avoir en tête, parce que ça va donner lieu à, par exemple, le fait que des normes ne sont jamais énoncées parce qu'elles sont inscrites dans le corps. Par exemple, le goût, hein, le goût pour des aliments, le fait d'aimer tel ou tel aliment, ça n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est appris. Et qui fait que, par exemple, certains aliments dans certaines sociétés exotiques, je pense par exemple aux insectes, qui sont habituels dans certaines sociétés exotiques, eh bien, en Europe, font horreur. Hein. Et je pense que si on vous servait à l'insu de votre plein gré, pour reprendre cette vieille expression, une galette de fourmis et de mouches, et que vous mangez, même si vous trouvez ça pas si mauvais que ça, si on vous dit après que c'est des insectes, eh bien, vous seriez parfaitement écœuré, y compris avec un réflexe euh, corporel qui consisterait à vomir ce, euh, ce plat que vous avez mangé, parce que l'idée même vous en est insupportable et ça provoque une réaction corporelle. Donc, vous voyez, la séparation du corps et de l'esprit en matière de goût alimentaire est typique, qui sont acquis par les normes, hein, qui fait que, par exemple, manger du chien, ça nous est insupportable, en tout cas dans l'idée, ou même du chat, enfin, encore plus peut-être du chat, mais par exemple, manger du cheval, eh bien, c'est dans la tradition française. Mais pour les Anglais, qui sont pas si drôles que ça, hein, les Britanniques, manger du cheval est aussi impensable que pour vous manger du chien. Donc voilà, hein, et tout ça, alors ce n'est pas que le goût que de la nourriture a sur le palais, mais c'est l'idée de manger telle ou telle chose. Mais le goût qu'une nourriture a sur le palais s'éduque, elle aussi, qui fait que, et ça c'est très clair, je vous en reparlerai, on ne mange pas les mêmes aliments selon les milieux sociaux, par exemple. Hein. Des milieux sociaux où on mange plutôt des choses qui n'ont pas beaucoup de goût, mais qui sont plus nourrissants, et d'autres où on cherche des goûts plus subtils. Et tout cela s'apprend soit pendant la tendre enfance, évidemment, soit plus tard pendant la socialisation secondaire. Donc, voilà pour la socialisation primaire. Je pense que on a fait le tour, mais que vous en avez en tout cas une bonne idée. C'est tous ces apprentissages initiaux qui ont lieu pendant la première période de la vie. Alors, le problème, c'est celle de la limite. Quand est-ce que l'on passe de la socialisation primaire à la socialisation secondaire? En réalité, il n'y a pas une coupure nette, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle couramment un tuilage. Hein. C'est-à-dire que quelque part entre 14 et 18, 19 ans, en tout cas pour les civilisations européennes qui nous intéressent, eh bien, les enfants continuent d'apprendre un certain nombre de choses au titre de la socialisation primaire, mais de moins en moins. L'essentiel est acquis, surtout après 14 ans. Et on entre dans une période de socialisation secondaire. Mais en même temps, on continue d'avoir un peu de socialisation primaire, et la socialisation secondaire s'installe progressivement. Donc il y a cet effet tuilage qui va croissant, on passe progressivement
du primaire au secondaire, quelque part entre 14 et 18 ans, même peut-être plus, mais je pense que c'est cette période-là, si vous voulez, qui correspond grosso modo à la période d'émancipation vis-à-vis de la famille, des parents, et qui correspond aussi à cette période où la formation scolaire, notamment, passe d'une formation générale sur des éléments généraux de connaissance de la vie en société, la langue, hein, le fait d'apprendre le français et les mathématiques, c'est-à-dire le fait de pouvoir raisonner. Les mathématiques, c'est le fait de pouvoir raisonner dans la société, mais aussi l'histoire, la géographie, etc., qui permet de connaître la société dans laquelle on vit. Et puis on passe à autre chose, qui est quelque chose qui est soit une formation professionnelle, soit une formation qui vise à devenir professionnel, c'est-à-dire des compétences qui sont des compétences plus spécialisées, qui vont préparer à la vie adulte et qui vont continuer à évoluer pendant la vie adulte. Et donc ça, c'est le processus de socialisation secondaire, la période de socialisation secondaire qui s'amorce et qui va aller crescendo et durer, comme je le disais, jusqu'à la fin de la vie. J'y reviendrai. Mais ce processus de socialisation secondaire, ce qu'il caractérise d'une certaine manière, c'est que un certain nombre d'éléments viennent en contrepoint, comme je le dis dans la diapositive, c'est-à-dire presque en contradiction, je n'ose pas dire le terme, mais de ce qu'on a appris quand on était enfant. Et quand on est enfant, on apprend par exemple la politesse, c'est-à-dire dire bonjour à la dame, être gentil et saluer et ne pas dire de gros mots, etc., et ne pas être insultant envers les gens. À un moment donné, quand on grandit et quand on devient adulte, eh bien, on doit apprendre à sortir, quand c'est nécessaire, des règles de politesse pour dire aux gens qu'on n'est pas d'accord, pour exprimer son désaccord, et sans être forcément insultant, en tout cas, et être capable d'avoir une position qui ne soit pas le simple respect des règles de politesse. Donc vous voyez que on n'abandonne pas ces normes initiales, mais on leur rajoute quelque chose qui est une série d'exceptions, une série de particularités, qui fait que, eh bien, ce sont des compétences, en quelque sorte, spécifiques que l'on acquiert pendant la vie adulte. Typiquement, donc, ce qui est le plus significatif dans la socialisation secondaire, c'est le fait d'entrer dans le monde professionnel, c'est-à-dire d'apprendre un métier. Et quand on apprend un métier, ou quand on apprend la vie dans un univers professionnel, eh bien, on apprend à se comporter d'une manière qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on avait appris à l'école, pas tout à fait conforme à ce qu'on avait appris dans la famille, qui est nouveau et qui peut être parfois en contradiction. Et donc, on apprend ou on réapprend un certain nombre de choses qui ne sont pas seulement des techniques, hein, si on est plombier ou si on est chaudronnier ou avocat, on n'apprend pas seulement des techniques juridiques ou des techniques de chaudronnier ou de tourneur-fraiseur, ce qu'on voudra, mais on apprend aussi comment travailler avec les autres, comment échanger avec les autres, comment se comporter et comment agir, autrement dit, dans l'univers social. Et ça, c'est ça que l'on peut désigner sous la notion de monde professionnel, c'est-à-dire c'est un univers social spécifique où on se comporte d'une manière qui est différente de celle dont on se comporterait dans la famille, dans la rue, dans un endroit où on côtoie des amis, ce que vous voudrez. Hein. Et donc il faut apprendre les règles, les fonctionnements, parce que c'est ce monde professionnel, cet univers professionnel, cette entreprise, ce métier, ce corps de métier, connaît des règles, des codes, des méthodes, des façons d'être, etc., qui sont spécifiques, et parfois un langage
qui est spécifique et qu'il faut connaître pour pouvoir agir dans ce cadre-là, et agir en l'occurrence d'une manière qui soit une manière professionnelle. Donc ça, c'est un élément typique de ce que peut être la socialisation secondaire. Mais ce n'est pas réservé à ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre familial, quand on a des enfants, c'est-à-dire quand on a un bébé, quand les enfants naissent, eh bien on apprend à être parent. Et on ne va pas à l'école, il n'y a pas l'école des parents, même s'il y a une association qui s'appelle l'école des parents, peu de parents y vont. Et donc ça s'apprend un peu sur le tas, comme on dirait, c'est-à-dire en fonction des situations dans lesquelles on se trouve confronté avec ses enfants. Parfois, on peut demander des indications aux grands-parents, ou je sais pas, à la grande sœur ou grand frère qui ont déjà eu des enfants. Où on peut aller pêcher de l'information, par exemple, dans des ouvrages qui sont dédiés à ça. Vous savez, j'élève un enfant, j'attends un enfant, j'élève un enfant, etc. Ce genre d'ouvrages qui sont présents dans les librairies. Mais on apprend à devenir parent. Et quand on a un deuxième enfant, d'une certaine manière, on a déjà une certaine expérience, on va la mettre à profit pour l'éducation du deuxième enfant, mais on va continuer à apprendre pour le deuxième enfant, parce qu'il va falloir gérer quelque chose de nouveau, qui sont les relations frères-sœurs entre les enfants, bon, etc. Hein. Et le troisième enfant, on va être beaucoup plus à l'aise. Ce qui explique notamment qui répond à une question essentielle. Pourquoi les frères et les sœurs ont des fonctionnements, des comportements, notamment quand ils sont adultes, qui peuvent être tout à fait différents? Eh bien, parce qu'ils ont été socialisés de manière différente. C'est pas parce qu'ils avaient les mêmes parents, mais leurs parents eux-mêmes n'avaient pas la même attitude avec le grand frère, le petit frère et la toute petite sœur, ou ce que vous voudrez. Donc, il faut apprendre à être parent. Ça fait partie de la socialisation secondaire. Et puis ça continue comme ça pendant toute la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de fin à cela, sauf la mort, ou peut-être l'état de perte totale de la mémoire que constitue la maladie d'Alzheimer, dont la caractéristique c'est justement qu'on ne se socialise plus. Mais en vieillissant, on continue à se socialiser et à réapprendre des choses qu'on croyait évidentes. Le passage à la retraite, qui paraît comme un moment de maturité, où on n'a plus grand-chose à apprendre, eh bien, on est confronté à la nécessité de réapprendre un rapport au monde social, parce que le fait de ne plus aller travailler, le fait de ne plus être en contact avec son monde professionnel, suppose d'apprendre toutes sortes de choses, comment vivre au quotidien, sans aller au travail, comment gérer ses journées, comment avoir des loisirs, alors que sur des périodes où autrefois on avait des activités professionnelles, comment s'occuper de ses petits-enfants, même si on les a eus avant la retraite, là on passe davantage de temps avec eux, donc il faut apprendre à être grands-parents, etc. Et il faudrait faire, je ne vais pas développer une sociologie de la vieillesse ou du fait des personnes âgées, si vous voulez, mais le fait de passer un certain cap après un certain âge, probablement enfin ça dépend des personnes, 75 ans, etc., où on diminue ses capacités physiques, mais on suppose là encore de réapprendre autre chose, c'est être moins mobile, moins disponible, moins actif, et donc de se comporter d'une manière qui soit conforme à cette attente de cet âge-là, et aussi interagir avec des gens qui ne peuvent pas vous suivre dans votre lenteur, par exemple, ou d'interagir avec des personnes âgées du même âge qui sont elles aussi en conformité avec ces attentes du grand âge. Donc vous voyez, entre 62 ans, mettons, puisque c'est l'âge de la retraite au moment où je vous parle, et 85 ans ou quelque chose comme ça, qui est l'âge de décès moyen en France, eh bien, c'est une période d'apprentissage incessante et où on continue d'apprendre à se comporter, et qui fait que, par exemple, ces enfants ou ces petits-enfants contribuent à vous socialiser
en vous envoyant de l'information, en se comportant d'une certaine manière avec vous. Vous voyez, le concept de socialisation, ça n'est pas l'éducation, c'est quelque chose qui est un processus permanent et donc qui est très important pour examiner tous les aspects de la vie sociale et toutes les catégories d'âge et toutes les catégories socio-professionnelles, si on veut, c'est-à-dire tous les niveaux dans la hiérarchie sociale, tout le monde, y compris ceux qui sont par exemple les SDF, qui sont dans un état de désocialisation très avancés, eh bien, apprennent à vivre dans la rue. Et ils sont aussi, font aussi l'objet d'une socialisation que l'on peut étudier en tant que sociologue, aussi bien que celui qui est le plus, une personne les plus érudites ou les plus intelligentes, ce que vous voulez, du monde, eh bien, elle aussi est dans un processus de socialisation qui fait que même si elle est très intelligente, très sage, très compétente, eh bien, apprend à se comporter dans des situations pour lesquelles il n'a pas l'habitude. Son intelligence, sa culture, sa compétence ne le dispense pas, enfin ne le rend pas tout puissant intellectuellement. Elle ne le dispense pas de se socialiser dès lors qu'il est confronté à une situation inédite. C'est bon. Alors, un dernier point, mais qui n'est pas des moindres, des moins importants, dans cette première séance consacrée donc à la socialisation, c'est de s'intéresser plus précisément au processus précis d'acquisition de ces savoir-vivre en société, en quelque sorte, et des normes qui vont avec, et pour bien comprendre donc ce processus, on distingue classiquement deux dimensions à la socialisation, de processus un peu distincts, on appellera ici socialisation passive ou socialisation active, ce qui renvoie à des choses, il y a des domaines d'études, du coup, d'une certaine manière, de la sociologie différents, dans la mesure où ça renvoie à toute une série de non seulement de processus, mais aussi d'institutions, d'acteurs, de situations sociales, de contextes sociaux spécifiques. Alors, la socialisation passive consiste donc à apprendre par la transmission. C'est-à-dire que là, on a des acteurs sociaux. Ce que j'appelle les acteurs sociaux, ce ne sont pas forcément des individus, hein, ça peut être un petit collectif comme la famille, comme les enseignants, comme d'autres acteurs extérieurs, les amis, les copains d'école. Bon. Donc, des acteurs sociaux qui, d'une certaine manière, consciemment, volontairement, veulent apprendre quelque chose aux enfants. Notamment aux enfants ou même aux adultes, puisque l'université, par exemple, est typiquement une instance de socialisation passive constituée comme telle. C'est sa principale fonction. Mais aussi bien les grandes écoles, aussi bien des centres de formation des adultes, etc. Donc, l'idée ici, c'est que les situations de socialisation sont connues et reconnues comme telles, sont destinées à la socialisation et à l'éducation. On peut parler d'éducation, je vais y revenir. Et donc, je l'appelle passive parce que le socialisé est passif d'une certaine manière, même si dans certaines situations, comme par exemple les travaux pratiques, etc., à l'école ou à l'université, il est actif. Mais il prend l'information on est dans une situation de transmission où il y a quelqu'un qui transmet et quelqu'un qui reçoit l'information, les connaissances, les savoir-faire, etc. Autrement dit, cette socialisation passive, premièrement, d'abord, c'est ce qui est le plus évident, c'est-à-dire ce que tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle couramment l'éducation.
L'éducation, c'est ce processus de transmission qui est pensé comme tel, pensé par l'État, par exemple, qui a une politique d'éducation, qui a des institutions prévues pour l'éducation, les écoles, les universités, ce qu'on voudra, qui est pensé comme tel aussi par les parents, hein, qui doivent élever leurs enfants. Je vais revenir sur le terme d'élever entre élevage et éducation, mais qui doivent élever leurs enfants et donc les éduquer. Et puis aussi toute une série, par exemple, quand on est en formation professionnelle, eh bien, il se peut très bien que le maître d'apprentissage ou celui qui encadre un stage, eh bien, se considère comme étant en situation de transmission de savoir, donc comme un éducateur en quelque sorte, et qu'il considère celui qui est formé comme étant en situation de socialisation passive. Euh, donc, dans ce cas-là, cela suppose que socialement, il y a ce que j'appelle des instances de socialisation qui soient constituées comme telles. Et typiquement, les familles, hein, même si ce n'est pas leur unique fonction, les familles sont des instances de socialisation passive. C'est-à-dire que on attend des familles, et notamment des parents, qu'ils éduquent leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils leur apprennent à devenir des adultes, qu'ils leur apprennent à vivre en société, qu'ils les élèvent et qu'ils les éduquent. Alors, je distingue la notion d'élevage et la notion d'éducation. Élevage peut paraître bizarre, parce que ça renvoie en général aux animaux, mais on dit par contre on élève les enfants. Est-ce que c'est la même chose que éduquer? Bien pas forcément. C'est une distinction importante parce que quand on donne le biberon, quand on change les couches du bébé, quand on lui dit d'aller se coucher quand il est plus âgé, quand on lui dit tu dois faire, enfin, toute une série de petites choses ordinaires, ça ne relève pas forcément de l'éducation, ça n'est pas forcément pensé comme éducation. Pourtant, c'est de la socialisation. Donner le biberon à des heures précises, c'est de la socialisation, pas seulement le fait de nourrir. Et donc, ça relève de l'élevage, alors que l'éducation est plus pensée comme telle. C'est-à-dire, quand on dit à l'enfant tiens-toi bien à table, dis bonjour à la dame, ou plus tard lui apprendre un certain nombre de choses sur le monde, on sait qu'on se positionne en tant qu'éducateur. Mais ça n'est pas le cas quand on lui dit va te coucher parce que c'est l'heure. Euh, alors, c'est important parce que ça positionne les parents dans des rôles différents, hein. L'élevage en voyant davantage aux mères et l'éducation davantage aux pères qui utilisent leur autorité soi-disant paternelle pour donner un certain nombre de règles et de codes pensés comme tels. Voilà, donc une instance évidente de socialisation et d'éducation, c'est la famille, les parents, sachant que ça peut inclure les grands-parents, ça peut inclure les oncles et les tantes, et ça peut inclure parfois, on peut demander à un grand frère s'il y a ou une grande sœur, s'il y a une grande différence d'entrée dans le jeu de l'éducation des petits frères et des petites sœurs. Il y a d'autres instances de socialisation qui sont bien sûr pensées comme telles et constituées comme telles. Ce sont principalement l'école, hein, qui est le lieu de pensée pour la socialisation, pour l'éducation, pour la transmission de savoir, pour des apprentissages qui sont utiles en société, pour des usages professionnels, mais pas uniquement, tout simplement pour être aussi des parents, des adultes, des citoyens, etc. Et donc l'école, depuis la maternelle jusqu'à l'université ou en tout cas la formation supérieure, eh bien, sont constitués comme des lieux d'apprentissage, de savoir plutôt intellectuel et professionnel. Après, on a toute une pour ça un dispositif, une méthode, des moyens qui sont mis en œuvre pour cette transmission du savoir, que sont, qu'on
pourrait appeler la pédagogie, si vous voulez, hein, et qui sont des techniques de socialisation constituées comme telles. Donc voilà, ça c'est la socialisation passive, qui constitue un processus de transmission explicite de toutes sortes de choses qui sont pensées et vécues comme telles. Alors attention, je fais un petit insert, une petite parenthèse, pour dire que, parce que je le retrouve régulièrement dans les copies, que je bannis, je proscris et j'interdis le terme d'inculquer et d'inculcation. D'abord, je trouve ce terme assez peu élégant, c'est peu de le dire, mais surtout, il a un côté où on force quelqu'un à apprendre des choses. Bon. Et la transmission, c'est pas de l'inculcation, on n'inculque pas, on transmet, c'est pas la même chose. Inculquer, c'est vraiment obliger à faire ou à comprendre ou à se comporter d'une certaine manière, alors que transmettre, c'est donner des informations pour que la personne soit autonome et qu'ensuite elle puisse utiliser ces informations pour agir d'une façon autonome et d'une façon qui soit bénéfique pour le collectif ou pour soi-même. Et ça, c'est important, c'est la grande différence entre transmission et inculcation. Donc, l'inculcation, ça n'est pas un concept sociologique, c'est juste un gros mot. Voilà. Alors, la socialisation passive, je l'ai dit, c'est quelque chose qui correspond à quelque chose que tout le monde connaît, qu'on sait que ça existe, l'éducation, par définition, puisque ça se pense comme tel. En revanche, ce qui est moins évident et qu'il mérite d'être souligné et développé dès lors qu'on fait de la sociologie, c'est-à-dire qu'on étudie les phénomènes sociaux d'une manière un peu pointue, un peu scientifique et un peu précise, c'est ce que j'appellerais la socialisation active. Alors, j'en donne une définition donc très basique, qui est que c'est l'acquisition de normes sociales par tout simplement leur mise en pratique. Or, si on y pense bien, passé un certain âge, très tôt d'ailleurs, à partir de 5 ans, la plupart des situations dans lesquelles se trouvent les personnes sont des situations où ils ne sont pas, où on ne leur transmet pas directement du savoir, mais où ils mettent en œuvre ce savoir et le mettent à l'épreuve de la réalité. Et c'est en cela que c'est de la socialisation active, et que c'est aussi important, voire plus, que la socialisation passive. C'est-à-dire que on apprend à faire des choses à partir de ce qu'on nous a transmis, mais on le met à l'épreuve de la réalité. Et si ça n'a pas de sens, si ça ne correspond pas à des choses qui peuvent être éprouvées, eh bien, c'est tout à fait... enfin, du coup, ce qui a été transmis aura peu de valeur. Et cette mise en pratique concrète est tout à fait déterminante. Tout simplement, par exemple, si on apprend la géographie, on peut apprendre les départements de France, les chefs-lieux, les régions, etc. Et on peut voir des cartes à l'école, mais si ça devient pertinent quand on voyage soi-même, quand on regarde une carte pour se déplacer, ce qui pose le problème du GPS, entre parenthèses. Et quand on change de département, on voit une plaque qui marque vous entrez en Ille-et-Vilaine, vous entrez en Corrèze, etc. Et donc on voit concrètement comment le découpage géographique s'opère dans l'espace réel. Et c'est dans cette mise en pratique que l'on acquiert, c'est-à-dire cette géographie. C'est pour ça que moi, nous connaissons très mal la géographie de la Chine, ou même tout simplement de l'Italie ou de la Hongrie, parce que nous ne la pratiquons pas. Et ceux qui la connaissent bien, c'est ceux qui l'ont pratiquée, c'est qui sont allés en Italie, qui ont voyagé et qui situent des villes dans la botte de l'Italie. Donc, c'est une mise en pratique, une socialisation active. Eh bien, tout ceci est valable pour toutes les situations les plus ordinaires. Et pendant la période de l'enfance, si je fais la sociologie, c'est ce que
je dis toujours aux étudiants, quand ils veulent faire des mémoires, si vous voulez faire de la sociologie de l'école, ok, vous allez faire de la sociologie de ce qui se passe dans la classe, de comment les élèves se comportent par rapport à ce qu'il leur est transmis, aux différents cours, aux différents professeurs auxquels ils sont confrontés, à la situation de transmission de classe. Mais ce qui se passe pendant la cour de récréation, ça apparaît pour l'école, ça n'a pas de signification, c'est juste de la détente pour que les élèves puissent ensuite se reconcentrer. Mais pourtant, si l'on regarde de près ce qui se passe dans la cour de récréation, que ce soit de la maternelle jusqu'au collège ou au lycée, c'est très important. C'est de la mise en pratique de la socialisation. C'est de la socialisation active. Et tous les jeux que pratiquent les enfants, notamment les élèves, dans le cadre de la cour de récréation, sont des mises en pratique de ce qu'ils ont acquis. Pas forcément dans la classe juste avant, quoique, hein, on peut très bien dire rejouer à la guerre de 100 ans qu'on a appris en classe, mais on va jouer à, par exemple, au docteur et au patient, eh bien, jouer au docteur et au patient, c'est mettre en pratique de manière fictive quelque chose que l'on considère comme faisant sens, et effectivement, ça fait sens dans la société. On va jouer même à des jeux qui ne sont pas forcément des jeux de rôle aussi clairs, mais jouer à chat, par exemple, eh bien, c'est tout simplement... Alors, évidemment, le jeu jouer à chat, ça n'a pas de... chat perché, etc. Ça n'a pas d'intérêt ensuite dans la vie sociale, a priori. Mais si, parce qu'on apprend les règles de fonctionnement d'un jeu. Et le fait de préciser ces règles, de les respecter, et ensuite de constituer une action sociale en fonction de ces règles, eh bien ça, c'est quelque chose de tout à fait important dans le processus de socialisation. Alors vous voyez qu'on peut démultiplier les exemples comme ça, et que toute une série de situations a priori anonymes, sans signification, en ont une en réalité. Typiquement, par exemple, on va jouer, pas forcément pour la récréation, mais simplement sur un terrain de jeu quelconque, on va organiser à 6-7 un match de foot. Donc on n'a pas de terrain de foot, donc on va créer des cages de foot un peu fictives, comme ça, en mettant de faux poteaux par terre, avec de vêtements par exemple, et puis on va fictivement mettre les limites, et puis on va se créer des règles qui ne sont pas les règles complètes créées par la Fédération internationale de football, mais qui sont tout simplement des règles qu'on se donne, qui sont inspirées du foot, mais qui font qu'on peut jouer sur un terrain improvisé avec 7 ou 8 individus, et que, eh bien, par exemple, toute une série de règles qui existent qui vont être abolies. Le gardien peut aller sur le terrain, il ne peut pas faire un certain nombre de choses, ou le hors-jeu est supprimé, il n'y a pas de hors-jeu, etc. Enfin, on va créer des règles, on suit ces règles, et puis si à un moment donné on ne sait pas très bien quelles règles s'appliquent, on va se disputer un petit peu, on va refixer la règle, la prochaine fois on fera comme ça, et on fait une espèce d'arbitrage sans arbitre. Et tout ça crée un jeu de football qui n'a pas grand intérêt, sauf que là encore, ça apprend aux enfants, ils s'apprennent eux-mêmes, non seulement à respecter des règles, mais surtout à les créer, et à créer un système normatif qui leur permet d'agir de concert et d'avoir une action sociale un petit peu rationnelle pendant un temps limité. Et ça, c'est presque aussi important que d'apprendre des choses sur le fonctionnement de la monarchie avant la Révolution française. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre ce qui se passe dans l'histoire de France, mais ce que je veux dire, c'est que le sociologue qui s'intéresse au processus éducatif et au processus de socialisation doit aussi se préoccuper de ce qui se passe en dehors des cadres qui sont prévus pour la socialisation et pour l'éducation. Surtout que ça a des effets très puissants sur certains registres. Je donne dans la diapo l'idée de jouer à la poupée. Jouer à la poupée, ce qui est tous les jeux prévus pour les enfants, et donc les petites filles jouent à la poupée. Mais en jouant à la poupée, qu'est-ce qu'elles font
c'est pas simplement qu'elles s'amusent, c'est qu'elles apprennent pourquoi elles jouent à la poupée et pas les garçons, parce qu'elles apprennent un certain rôle qui est un rôle de femme, un rôle de mère aussi. Alors, si ça dépend de la poupée. Hein. Si c'est un baigneur, c'est plutôt un rôle de mère. Si c'est une poupée Barbie, que l'on me pardonne de citer une marque, et qu'on va coiffer, habiller, etc., on apprend à être une future belle femme, et en tout cas à s'habiller, à se toiletter, etc., en fonction de ce que peut attendre les normes sociales, et les normes sociales de la séduction notamment. Donc c'est un apprentissage, de la même façon que le petit garçon, quand il joue aux cow-boys et aux indiens, quand ils jouent aux voleurs et aux gendarmes, ou quand ils jouent avec toutes sortes de panoplies, parce qu'aujourd'hui c'est plus tellement ça, c'est plutôt des choses qui font référence à la guerre des étoiles ou je ne sais quoi, avec des sabres laser. Il apprend un certain rôle de garçon qui n'est pas forcément celui d'un guerrier ou d'un combattant ou d'un policier ou je ne sais quoi, mais qui est un rôle où, par exemple, dans une situation professionnelle, quand il sera grand, il va être amené un petit peu à être dans le défi, dans l'opposition et dans la concurrence, plus exactement, dans la compétition, pour se forger une place dans les relations sociales qui sont celles d'un espace professionnel. Donc vous voyez des choses aussi élémentaires que ça, hein, jouer aux gendarmes et aux voleurs ou jouer à la poupée, ça a des effets considérables sur ce que doit être un garçon, ce que doit être une fille, et comment se comporter dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, etc. Donc ça n'est pas anecdotique. Et le fait de créer des normes dans l'action, c'est très important parce que les normes, contrairement à ce que l'on peut croire ordinairement, ne sont pas fixées une bonne fois pour toutes, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles ne sont pas fixées par les institutions et puis on est obligé de les respecter. La plupart des normes auxquelles on a affaire dans la vie quotidienne sont des normes qu'on se fixe soi-même et qu'on adhère en les modifiant légèrement dans la pratique. Hein. La plupart des normes sont des normes qui sont des normes pratiques et qui évoluent dans la pratique, et non pas parce qu'elles sont énoncées, etc. Mais ça, c'est déjà anticipé sur le cours suivant, qui va être consacré aux normes. Et on va s'interrompre pour l'instant. Et on en a terminé donc avec la question de la socialisation, dont j'espère que vous avez compris les principaux principes de fonctionnement. Et on va pouvoir ensuite s'atteler à comprendre ce que sont précisément les normes en sociologie.